a nombre de la Comisión Nacional de Bioética, deseamos darles la más cordial bienvenida. Pero no quisiera omitir también el saludo del señor secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, quien pues expresó que les transmitiera su beneplácito por abordar este tema sobre seguridad y bienestar del paciente. Es un tema en el que su política dentro de la Secretaría de Salud se ha visto reflejada en sus diferentes documentos, intervenciones, y desde luego estoy seguro que esta conferencia que nos dará la maestra Cintia Fleury será de gran relevancia para nuestras actividades. Desde luego, el agradecimiento pleno a la Embajada de Francia en nuestro país, y no puedo dejar de mencionar a quienes han sido nuestros aliados y nos han permitido contar con la presencia de la maestra Fleury, y saludo a Jean-Louis Bacher, consejero adjunto de Cooperación Cultural y desde luego responsable de la cooperación universitaria y científica. Marion Celos también está aquí con nosotros, encargada de la misión científica principalmente del sector salud, y a quien le agradecemos mucho el esfuerzo y su colaboración para seguir fomentando los vínculos entre las dos comisiones, el Comité Consultivo Nacional de Ética de Francia y desde luego la Comisión Nacional de Bioética. Me congratula desde luego recibir a la maestra Fleury, quien pertenece al Comité Consultivo Nacional de Ética, institución muy cercana con la cual hemos mantenido una estrecha relación desde 2012 con el entonces presidente Alain Greenfield y posteriormente con Jean-Claude Ameisen, nuestro gran amigo. Esta alianza continúa el día de hoy con el actual presidente François Delfraissy y la secretaria general Marie-Hélène Munerat, quienes han compartido con nosotros los resultados, las experiencias que han tenido en el proceso para llevar a cabo la consulta ciudadana en bioética en 2018, y del cual hemos seguido muy atentos su desarrollo y desde luego analizado sus resultados, que han sido un poquito de la ciudadanía francesa. Extiendo nuevamente un reconocimiento a la Embajada de Francia en México por su apoyo en actividades bilaterales, foros sobre salud e investigación, y desde luego en el tema que nos anima el día de hoy, bioética. Y todo ello para seguir fomentando el arraigo de la cultura de la bioética en nuestras sociedades. La bioética así representa un valioso aliado para afrontar los retos que imponen el desarrollo y la justicia social en los ámbitos local y global. Ante la diversidad de posturas, esta representa un espacio para encontrar definiciones claras, abordar distintas problemáticas científicas y éticas, así como realizar críticas que sustenten o rechacen determinadas posturas. El intercambio de experiencias e información entre México y Francia, así como la participación conjunta entre nuestras instituciones, ha sido la base para el establecimiento de objetivos comunes que impulsen el desarrollo de la bioética en ambos países a través de un diálogo intercultural abierto y respetuoso. Resultado de esta cooperación nos damos cita el día de hoy atendiendo un tema que cobra mayor relevancia en el marco de la atención en salud: los derechos humanos y la dignidad de las personas,
el rol del paciente y la relación con su cuidador, dictando desde una perspectiva de las humanidades y en particular de la filosofía. No omito mencionar la importancia de esta conferencia al ser la humanización de la atención en salud una de las prioridades del secretario de Salud de nuestro país. Es en este sentido fundamental centrar la atención en el paciente, benefactor principal de las estrategias de salud y la razón primordial de nuestra presencia, de todas y todos nosotros. Finalmente, invito a los asistentes para que participen después de la conferencia de la maestra Florí, para que, pues, deliberando y con algunos comentarios sobre este tema de la perspectiva. No puedo dejar de mencionar y destacar la presencia de, pues, el académico, mi amigo y ahora secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor José Ignacio Santos Preciado. Desde luego también, pues, están aquí presentes los presidentes de la Sociedad Mexicana de Pediatría, de la Asociación Mexicana de Pediatría, y que, pues, esta presencia de los doctores Carlos García Bolaños y Francisco Javier Zamora, pues nos enorgullece. El vínculo que tenemos con los pediatras es insuperable. Todavía hay margen de mayor colaboración, pero al igual que el doctor Santos Preciado, pues también viene a reforzar ahora desde el Consejo de Salubridad General este vínculo. El señor licenciado Alejandro Vázquez, representando al director general de Relaciones Internacionales, es digno de destacar su presencia. Entonces, con ello, pues, si ustedes están presentes, de acuerdo, daríamos tiempo a la conferencia, que yo creo que es más relevante que mis palabras. Muchas gracias. Merci pour votre accueil, et je voulais aussi vous transmettre les salutations extrêmement chaleureuses de notre président Jean-François Delfrécy, donc le président aujourd'hui qui assure la présidence du comité consultatif national d'éthique français. Quand j'ai fait mon premier mandat, j'étais sous présidence d'Amezen, donc je connais également très bien Amezen, et Jean-Claude Amezen d'ailleurs est le parrain de la chaire de Humanité et Santé, dont je vais aussi vous parler comme un exemple assez concret de cette relation au patient et de cette volonté de repenser le lien soignant-soigné, et je dirais d'inventer une fonction soignante en partage. J'en dirai quelques mots. Donc mon propos va être dans un premier temps, d'abord je me présente rapidement, je suis professeur de philosophie politique et morale au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. J'ai également une position clinicienne puisque je suis psychanalyste, donc j'ai des patients. Et par ailleurs, je dirige la première chaire de philosophie dans un hôpital. En l'occurrence, aujourd'hui, cette chaire de philosophie est à l'hôpital Sainte-Anne, et plus spécifiquement au GHU, c'est très laid, au groupe hospitalier universitaire de Paris, qui s'appelle Psychiatrie et Neurosciences, et qui regroupe Sainte-Anne, qui regroupe Perret-Vaucluse, qui regroupe Maison-Blanche. Et la chaire de philosophie à l'hôpital avait été initialement créée à l'Hôtel-Dieu. Et aujourd'hui, elle traverse différents endroits, et je vous en dirai un mot. Donc, mon propos dans un premier temps, c'est de revenir sur la place des humanités dans le soin, et bien évidemment la relation au patient, de vous parler d'un exemple très concret qui a été mis en place maintenant en France pour essayer de repenser ce lien fort entre les humanités et la santé, et qui, alors ce dispositif, nous l'avons modestement appelé French Care, donc c'est pour rire, hein, bien sûr, mais en l'occurrence qui renvoie effectivement à
vous allez voir 3 dispositifs. Un dispositif qui est celui de la chaire de philosophie à l'hôpital, j'en dirai un mot. Un deuxième dispositif qui est l'université des patients. En France, nous avons créé, et plus spécifiquement le professeur Catherine Tourette-Turgis, pour le compte de la Salpêtrière et de l'université Pierre et Marie Curie, et aujourd'hui Sorbonne Université, a été mis en place une université des patients, c'est-à-dire que la France est le seul pays au monde à diplômer ses patients experts. Donc ça aussi, je vous dirais en quoi ça vient consolider ce dispositif des humanités et de la santé. Puis un troisième temps qui est un temps d'expérimentation, de prototypage. La chaire de philosophie à l'hôpital ne voulait pas simplement être un lieu de théorie, d'enseignement, de formation initiale et continue, de recherche, ce qui est classiquement le lieu d'une chaire. Elle voulait être aussi un lieu de prototypage de solutions. Elle voulait être un lieu d'aller sur le concret et de répondre à des besoins concrets formulés par les services sur des problématiques comme la gestion organisationnelle des urgences, la place de l'alimentation dans le soin, la question du rapport entre le risque et le soin. Nous savons aujourd'hui à quel point, pour des approches de protection des personnes, des patients, nous mettons en place des mesures liberticides et qui peuvent parfois aller jusqu'à la maltraitance. Vous connaissez tous cette situation. Je vous renvoie à un des derniers avis du Comité national d'éthique français portant sur les enjeux éthiques du vieillissement, avec une situation assez dure, et notamment par exemple sur le cas français venant pointer du doigt la problématique de la surmédicalisation dans l'univers d'hébergement des personnes dépendantes, et cette surmédicalisation produisant de la vulnérabilité au lieu de l'amoindrir, au lieu de la rendre, comment dire, de la faire baisser. Et donc c'est vrai que, voilà, comment on peut penser à la fois un soin qui respecte bien évidemment le consentement du patient, jusqu'où peut-on pratiquer le soin sous contrainte. Toutes ces questions, elles sont bien évidemment, vous les connaissez, et elles sont tout à fait clés. Donc ça, dans un premier temps, revenir là-dessus, et puis dans un deuxième temps, vous dire un tout petit peu où nous en sommes, nous, aujourd'hui, au Comité national d'éthique, à la fois après ces grands états généraux de la bioéthique, un tout petit peu nos derniers avis, et comment nous voyons la suite de cette réflexion éthique avec la société française. Alors, au travers de cet exemple de la chaire de philosophie à l'hôpital, en fait, il s'agissait précisément de rappeler une chose simple, qui était que nous ne soignons pas des maladies, mais nous soignons des sujets malades. Et donc, bien évidemment, la question de la personne, la question de l'individu, la question de la subjectivité, la question de la singularité est au cœur du processus du soin. Et à partir du moment où on nie, pas nécessairement volontairement, mais on nie par de l'ultra-technique, par de la volonté d'efficacité, par de la rationalisation économique à tout crin, qui n'arrête pas. À partir du moment où on nie cette singularité du patient, on produit un soin contre-productif. Parce que la base, effectivement, c'est d'accueillir cette singularité malade et non pas simplement cette maladie. Et donc, déjà, de voir comment nous pouvions à la fois créer des lieux d'une hyper-technicité, mais qui soient au cœur de cette approche holistique de la santé. Vous connaissez tous la définition de l'OMS, qui considère que la maladie n'est pas l'absence, la santé n'est pas l'absence de maladie, mais un état de bien-être général, à la fois psychique, social, physique, et je pense qu'aujourd'hui nous pourrions rajouter environnemental. Ce serait un point très important. À ce titre, le Comité national d'éthique français a formulé, je crois, le premier avis éthique sur biodiversité et santé.
C'était un des derniers avis qui a été formulé il y a à peine peut-être un an. Et je vous enjoins précisément voilà, de prendre en compte dorénavant, c'est sans cesse, cette question de l'environnement dans la manière dont nous traitons la santé, et notamment la santé des individus. Donc, pourquoi les humanités sont-elles, et quand je parle des humanités, je parle bien évidemment de la philosophie, mais de toutes les sciences sociales et humaines, pourquoi elles sont si importantes dans le processus du soin? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des grandes transformations structurelles dans le monde du soin. Et je pense que nous avons les mêmes. Une des premières transformations structurelles, c'est que les maladies chroniques sont plus importantes que l'infection et que nous avons un tournant et que la chronicité est plus importante aujourd'hui que l'infection. Or, la chronicité, qu'est-ce que c'est? La chronicité, c'est de l'évolutif, de l'incurable, même si on n'aime pas beaucoup dire ça, mais on va dire comme disait Canguilhem, c'est une pédagogie nouvelle de la guérison. Sous-entendu, on ne guérit pas, hein, on soigne, mais on est malade d'une certaine manière à vie, ou en tout cas sur des très 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 longues périodes. Donc, un mal évolutif, un mal incurable et un mal, c'est ce qui est important, sécularisé. Sécularisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les personnes sont malades, mais au travail, dans leur vie de tous les jours, dans des obligations de performance, et en fait avec une impossibilité de se désigner comme malade. Bon. Et donc, c'est une toute autre façon de percevoir la maladie, parce que la maladie n'est pas une parenthèse, c'est quelque chose qui vient contaminer l'intégralité de notre vie. Et quand on traite de cette maladie, on ne peut pas simplement avoir une approche organique de cette maladie. La chronicité, généralement, rend non seulement malade, bien évidemment, le patient, mais aussi ses aidants, sa famille, sa relation au travail, etc., etc. Et donc, là, l'enjeu des humanités, c'est très important, parce que si un médecin peut se saisir de l'approche organique, le monde de la santé, lui, doit nécessairement, s'il veut bien soigner, produire un soin qui est capable d'avoir une approche beaucoup plus holistique de cette question. Donc la chronicité fait que le retour des humanités dans le monde de la santé, le retour ou l'arrivée, est quelque chose de déterminant. Et je vous renvoie aux travaux d'un médecin philosophe, qu'on connaît bien en France, qui est une des grandes références philosophiques françaises, qui s'appelle Georges Canguilhem, et qui, dans les années 50, a produit, notamment au travers de sa thèse, des réflexions autour du normal et du pathologique. Et ce qui est très intéressant avec Canguilhem, c'est la définition qu'il nous donne précisément de la santé et de la maladie. Et il dit, la maladie, c'est quoi? C'est un sentiment de vie contrarié. Donc c'est tout sauf une approche strictement organique. D'ailleurs, à partir du moment où on a une approche organique circonscrite, je dirais que le rapport à la maladie est plus simple. Mais au contraire, c'est, dit Canguilhem, c'est un sentiment d'incapacité. C'est une atteinte au capacitaire de l'individu. L'individu, à ce moment-là, a un sentiment de faille, de défaut, de faille dans la confiance biologique. Il ne pense plus être une ressource pour lui-même. Et le thérapeute, je dirais, le premier travail du thérapeute est de voir comment, ou du soignant, ou du médecin, est de voir comment il va aider le patient à inventer une nouvelle norme de vie. C'est comme ça que définit Canguilhem, c'est-à-dire pour lui, il n'y a absolument pas d'à rebours. Il y a la santé, la récupération de la santé, ce n'est pas revenir à l'ancienne norme, ça n'existe pas. C'est la nécessité d'inventer une nouvelle norme de vie. Et c'est particulièrement vrai, bien évidemment, avec les maladies chroniques, qui, comme de toute façon la chronicité est inséparable de leur vie, elles sont dans l'obligation d'être dans l'invention. Et donc c'est intéressant parce que les humanités nous font comprendre que pour formuler un soin productif, nous devons aider à mettre en place des approches capacitaires de la vulnérabilité. Et nous devons considérer la vulnérabilité comme, bien sûr, des lieux d'hypercontrainte, mais comme tout lieu d'hypercontrainte,
nous devons considérer la vulnérabilité comme des lieux de générativité de concepts, de solutions, d'inventions, de normes. Et donc, libérer chez le patient la capacité d'auto-soin, d'être la première personne à pouvoir générer de la résilience, je dirais que c'est ça le travail des humanités. Indépendamment, et ça ne vient absolument pas se substituer à des approches médicales, techniciennes, précises, absolument déterminantes. Et Dieu sait si les progrès dans, bien évidemment, la santé, la médecine génomique demain sont absolument clés. Mais pour qu'il y ait une appropriation par le patient, pour qu'il y ait une opérativité du soin, il faut que le patient devienne acteur, devienne agent. Et ça, c'est le rôle des humanités. Et c'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose que de le mettre en place. Et on sait à quel point, par exemple, la place des humanités dans le cursus de l'enseignement est faible. Je ne sais pas comment c'est au Mexique, mais en France, c'est assez faible. Les premières années connaissent très peu l'enseignement des humanités. Et puis quand il y a un enseignement des humanités, il est faiblement évalué. Donc les étudiants qui sont dans un rapport efficace n'ont pas le temps. Et puis tout d'un coup, ils découvrent la nécessité des humanités quand ils arrivent en 3e et 4e année, parce qu'en fait, ils ont en face d'eux non pas une maladie sur des petites pattes, mais un être humain. Et que donc, bien évidemment, cet être humain, il s'agit de faire en sorte que cet être humain soit un partenaire du soin. Et c'est pour ça que j'aime parler de fonction soignante en partage, pour dire que l'activité du soin est une création commune. Ce n'est pas quelque chose qui est détenu par le médecin, l'infirmier, le soignant, ni le soigné. Parce que Dieu sait si, et je vais y revenir, la question de l'expertise du patient est importante aujourd'hui, notamment dans les maladies chroniques. Mais c'est précisément cette conjonction des deux pour inventer la fonction soignante la plus opérationnelle possible. Donc le premier grand shift, le premier grand mouvement, c'est cette chronicité. La deuxième grande transformation structurelle que nous connaissons aujourd'hui et qui incite encore une fois là aussi à repenser le rapport au patient et la place des humanités dans le soin, c'est la question du tournant ambulatoire de l'hôpital et du monde de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la demande du patient et aussi pour des processus de rationalisation économique, les lits disparaissent des hôpitaux, les séjours en hôpital veulent être le plus court possible, c'est une très bonne chose, mais nous savons tous ici que ce n'est pas parce que vous allez subir une intervention de quelques heures à l'hôpital que vous êtes techniquement, entre guillemets, guéri, ou en tout cas sur le chemin d'eux, que vous êtes guéri. Et que bien évidemment, une très grande partie du soin d'accompagnement, de suivi, d'observance du traitement va être portée par le patient, par ses familles et par des structures connexes au monde de l'hôpital. Et donc là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire monter en compétence quantité d'acteurs qui ne sont pas ceux directement liés à l'hôpital, pour précisément que le soin en ambulatoire soit véritablement efficace. Donc ça, c'est un deuxième temps qui est important, parce que si vous considérez votre patient comme trop infantile et trop insuffisant dans sa compétence, le soin ambulatoire, il s'arrête très très vite. Il n'est pas... Ensuite, vous avez le cas de la santé connectée, qui va être de fait un des éléments structurants du monde de demain. Vous le savez, là aussi j'aime à le rappeler, mais la première, nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards d'individus sur cette terre. La première population demain en 2020, c'est les objets connectés, 80 milliards d'objets connectés. Donc 80 milliards d'objets connectés, c'est que l'intégralité de nos comportements sont d'une certaine manière possiblement monitorés. Bon. Alors c'est une chose très très intéressante en santé, puisque ce monitoring de la santé peut nous aider à avoir une meilleure observance, un meilleur suivi de traitement, une meilleure culture préventive,
que ça peut nous aider à identifier des signaux faibles, etc. Ça peut nous aider à mettre en place toute une série de traitements non médicamenteux pour précisément avoir une approche plus holistique de la santé, avec le sport, l'éducation physique, le rapport au corps, etc. Mais ça peut aussi se retourner contre le patient si ce n'est pas utilisé de façon éthique. On connaît déjà les problématiques de notes et de notation sociale à l'étranger. Vous connaissez ces notations sociales en Chine sur des comportements civiques et qui font que selon tel ou tel comportement civique, vous allez avoir accès à telle ou telle possibilité dans l'espace public. Et on comprend très bien que demain, le monitoring de la santé, il peut tout à fait se retourner contre le patient, en considérant qu'à partir du moment où il est dans une observance mauvaise, pourquoi la sécurité sociale irait, rembourser tel ou tel médicament alors que ce médicament n'est pas pris correctement, etc. Et vous savez à quel point la question de l'observance aujourd'hui est une question clé, notamment aussi dans les maladies chroniques, parce que les patients inventent aussi parfois leur mode d'observance. Et au lieu de considérer simplement ça comme quelque chose d'insuffisant, de déficitaire, les humanités, au contraire, nous aident à comprendre pourquoi les patients font ça, de corriger cela et de faire en sorte que cette correction ne soit pas une sanction. Et au contraire, d'améliorer l'observance en recréant, bien évidemment, je crois, le premier fondamental du soin, c'est-à-dire la confiance. La confiance entre le patient et les soignants. Et cette confiance, aujourd'hui, peut être malmenée. Parce que c'est plus globalement derrière une crise de confiance envers la science, une crise de confiance parfois envers l'institution, envers certaines élites, etc., etc. Crise de confiance parce qu'il y a une concurrence des informations, avec précisément l'Internet, etc. Bon. Donc, la santé connectée, demain, bien évidemment l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça fait que l'hypertechnicité de ce monde demande une humanisation de la technique. En fait, la seule condition d'appropriation et la seule condition d'acceptabilité de la technique, et notamment demain de l'intelligence artificielle, c'est précisément son humanisation et sa régulation éthique. C'est-à-dire, si on prend simplement l'intelligence artificielle dans la santé, on a formulé d'ailleurs un avis au Comité national d'éthique sur intelligence artificielle, robotique et santé, rappelant qu'il fallait une garantie humaine dans l'utilisation algorithmique. Et que donc, l'intelligence artificielle pouvait être une aide au diagnostic, au pronostic, à la décision médicale, mais en aucun cas était une confiscation de la décision. Et pareil, une fois qu'on a dit ça, on sait très bien que, hélas, la pression, l'autocensure devant demain la pression algorithmique est une chose tout à fait conséquente. Donc de mettre en place des collégialités, des éthiques de la discussion autour de l'utilisation de ces outils est une donnée essentielle demain pour protéger la santé de nos patients et bien évidemment la manière dont nous utilisons aussi les données personnelles. Bon. Donc la santé connectée. Et puis, autre grand shift structurel qui est très important et qui là aussi va nous demander de prendre en compte plus spécifiquement la question de la vulnérabilité du patient, la question de la dépendance, la question de la polypathologie et de la polydépendance, c'est l'allongement de la vie. C'est une merveilleuse nouvelle, mais c'est une nouvelle qui vient aussi complexifier les pathologies par la question de la vieillesse, la question du polypathologique, du fait de retarder tant que possible l'entrée dans la dépendance, mais qui fait que cette question de la vulnérabilité, elle va être au cœur de notre société, ne serait-ce que démographiquement. Et je vous rappelle juste ce chiffre en France,
que la moitié, et je pense que c'est une donnée qui est pareille aux États-Unis, même un peu plus aux États-Unis, et ici vous me direz peut-être vos données, mais la moitié des salariés sont des aidants, déclarés ou non. Des aidants au sens où ils s'occupent d'un parent malade, Alzheimer, Parkinson, ils s'occupent d'un enfant autiste, c'est-à-dire qu'une partie de leur journée est dédiée à l'aide d'un proche, sans aucune, fondamentalement, aide structurelle publique pour faire cela. Pourquoi? Parce que nous avons une sécurité sociale aujourd'hui qui est bien évidemment construite autour du patient, mais pas autour du couple patient-aidant. Et ça, ce sont des réflexions aussi sur lesquelles nous travaillons beaucoup en France, par exemple sur le droit universel au répit. Le droit universel au répit, c'est de pouvoir offrir à tout aidant la possibilité, à un moment donné, d'un répit qui est financé par la politique publique. Que ce soit un répit en séjour de vacances, que ce soit un répit parce que tout d'un coup une aide va venir faire le travail de l'aidant et qu'il ne va pas lui-même financer cette aide, etc., etc. Donc, devenir aidant, c'est demain une perspective pour une très 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 grande partie de la société. Et donc là aussi, la question des humanités est très importante parce qu'on sait par exemple qu'une des grandes questions demain du coût financier de ces aidants, c'est l'épuisement de ces aidants. Hein, avec toute la question du traumatisme vicariant, c'est-à-dire les aidants ne sont pas malades eux-mêmes, mais ils le deviennent. Ils le deviennent parce que porter sur soi seul l'aide d'un proche, parfois, c'est quelque chose d'extrêmement difficile en termes de dépression, de déprime, de troubles musculo-squelettiques parce que l'individu somatise. Vous connaissez ces phénomènes de symptômes tout à fait énormes. Bon. Ensuite, nous avons, qui nous oblige aussi à mettre en place une autre relation au patient, c'est la question de ce qu'on appelle la clinique du rétablissement. C'est-à-dire que là aussi, demain, nous n'allons peut-être pas faire simplement un cancer, mais deux, mais trois. Et donc, c'est la question de la récidive, c'est la question du cancer comme maladie chronique, et bien évidemment de comprendre toute la différence entre guérir et se rétablir. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons bien évidemment le cancer du sein, qui est un cancer qui est relativement bien soigné, ce qui est une chose extraordinaire, mais pour une partie des cancers du sein soignés, il y a une ablation des seins, bien évidemment, vous le savez. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, pour ce simple exemple, à partir du moment où vous êtes déclaré guéri, vous êtes guéri, mais d'abord à chaque fois on vous dit que vous êtes guéri, mais qu'il y a toujours une possibilité de récidive, donc c'est d'abord un pied dans la guérison qui n'est pas si simple que ça en termes mental et physique, hein, on est toujours en alerte, donc c'est un premier point, qui n'est pas une guérison totale, même si bon. Et puis deuxième temps, par exemple pour une femme, vous n'avez plus de sein. Donc vous êtes guéri, mais vous avez un corps qui, entre guillemets, est dans un premier temps mutilé, qu'il va falloir réparer, qu'il va falloir rétablir. Donc vous êtes guéri techniquement, vous n'êtes pas rétabli psychologiquement et même physiquement avec ce nouveau corps avec lequel il va falloir s'approprier et inventer, comme disait Canguilhem, une nouvelle norme de vie. Nous avons des chiffres en France sur le fait que 30% des patients déclarés guéris d'un cancer perdent leur travail dans l'espace des 2 ans qui suit l'annonce de la guérison du cancer. Et donc, visiblement, il y a bien un phénomène de discrimination, de stigmatisation, un phénomène d'exclusion, voilà, et qui fait que ça n'a rien à voir là avec une problématique médicale, le fait de perdre son travail. Sauf que ça peut le rendre malade aussi, et que, bien évidemment, ce sont des problématiques que le monde du soin peut saisir, mais encore une fois avec d'autres compétences, celles des humanités, et pas celles directement de la médecine, parce que le médecin, il n'a pas le temps d'aller s'occuper de cela. Il est très important qu'il soit dédié à son travail d'oncologie. Bon,
Donc tous ces contextes font que aujourd'hui le rapport à ce que vit réellement le patient, son vécu, est absolument déterminant pour lui porter le soin le plus opérationnel. Dernier point, mais qui n'est pas du côté du patient cette fois-ci, mais qui montre là aussi la nécessité des humanités et du retour des humanités dans le monde du soin, c'est l'épuisement professionnel des soignants. Nous, en France, nous connaissons grandement ce point. Alors, parfois avec des situations dramatiques de suicide, vous avez peut-être entendu, mais pas seulement. Nous avons un burn-out des soignants fort, pareil chez les étudiants en médecine, et également dans nos structures hospitalières, et des soignants qui nous expliquent que cette rationalisation économique qui s'abat sur les services publics hospitaliers détruit leur sentiment de métier, détruit leur pratique, qu'ils se sentent maltraitants envers les patients, qu'ils ont le sentiment de ne plus pouvoir faire correctement leur travail. Je ne parle même pas des infirmières qui alors là sont en première ligne en expliquant que c'est très simple, quelle est la première dimension du soin? C'est le temps. Le temps, il n'y en a plus. Et donc là aussi, je dirais que ce travail pour protéger la santé de l'hôpital, la santé institutionnelle, la santé des soignants, les humanités nous paraissent être aussi nécessaires dans cette réflexion critique par rapport à ces modes gestionnaires, délirants et antagonistiques avec, bien évidemment, la question du soin. Alors, juste, il me reste une dizaine de minutes avant d'échanger avec vous, vous dire ce qu'on a essayé de mettre en place en Creative Commons. Donc ça veut dire que quand cet outil dont je vais vous parler est totalement ouvert à tous, et que si des universités ici, des hôpitaux ont envie de tester cet outil, nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous aider à le développer ou à jumeler des choses, à travailler avec vous. Donc cet outil, c'est cette chaire Humanité et Santé. L'idée, c'était de dire, voilà, une chaire de philosophie, au lieu de la mettre à l'université, on la met à l'hôpital. Basique. Très simple comme idée. C'est-à-dire de dire, il y a une université de la vie, il y a un univers très concret, qui s'appelle la vie, la mort, la naissance, les accidents, la vulnérabilité, le traumatisme, et Dieu sait demain si la vulnérabilité avec les migrants, l'allongement de la vie, les aidants, cette vulnérabilité est structurelle, encore une fois, dans nos vies. Et donc, c'était de dire, mettons la chaire de philosophie comme un service hospitalier, à l'intérieur de l'hôpital. C'est ce que nous avons fait. Et faisons en sorte que ce service soit au service des autres services hospitaliers. Donc une philosophie très clinique, une philosophie clinicienne, philosophie un peu applicative. Alors elle a, cette chaire de philosophie, elle divulgue des grands cours d'enseignement, ouverts à tous, gratuits, dans lesquels viennent les médecins bien sûr, mais les infirmières, les patients, les familles, les ambulanciers, les urgentistes, les aides-soignants, donc les passants, qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas malades, parce que l'enjeu c'était de dire l'hôpital est un des piliers de la République, de la démocratie, de l'état de droit. Donc il faut ouvrir l'hôpital, il faut qu'on comprenne à quel point ça soutient la cité. Et donc c'est la meilleure façon, c'est de l'ouvrir, c'est d'en faire un lieu de savoir, de partage de savoir. Et donc nous avons des grands cours tous les jours, ouverts à tout le monde, dans un amphithéâtre. Mais nous faisons aussi des séminaires qui sont portés à destination des patients. Nous répondons à la demande. Un service hospitalier veut travailler sur l'arrivée des robots dans son service hospitalier. Nous sommes là. Un service hospitalier veut travailler sur la réorganisation des urgences. Nous sommes là. Et en l'occurrence, nous avons mis en place cela avec l'hôpital Georges Pompidou. Nous allons lancer ce qu'on appelle une preuve de concept, un POC, là bientôt, sur comment réorganiser les urgences dans un hôpital et plus spécifiquement à Georges Pompidou. Bon.
Mais ça peut être également un travail sur, bien sûr, la manière d'utiliser les robots pour les patients déficients cognitivement ou les autistes. Encore une fois, nous sommes à disposition des services quand ils ont envie de travailler sur une question en utilisant un corpus qu'ils connaissent un peu moins et qui est le corpus des sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est la chaire de philosophie à l'hôpital. Ensuite, nous avons l'université des patients. L'enjeu, c'était de faire monter en compétence l'expertise des patients. Et puis de dire, il y a un nouveau métier à mettre en place, patient expert. Parfois, on appelle ça patient partenaire. Et ce métier, nous allons le diplômer, nous allons le professionnaliser. Et nous allons faire en sorte qu'à côté des facultés de médecine, il y ait une université des patients. Et donc aujourd'hui, l'université des patients a mis en place différents masters nationaux. C'est un master en démocratie sanitaire, c'est un master en éducation thérapeutique, c'est un master en nouveau parcours en oncologie, etc., etc. Et surtout, les patients peuvent donner des cours aux médecins eux-mêmes, une sorte de classe inversée, mais en même temps, eux-mêmes, trouver des nouveaux métiers pour accompagner d'autres patients dans cette grande itinérance des maladies chroniques. Et donc cette université des patients a été créée par le professeur Catherine Tourette-Turgis, et aujourd'hui, nous avons plus de 120 patients experts qui ont été diplômés, une trentaine d'entre eux qui ont rejoint les services d'oncologie pour des nouveaux métiers. Parce que, prenons simplement la question de l'observance. Si un médecin est légitime, bien évidemment, par son savoir, un patient expert est crédible, ce qui est très différent. Donc, il est crédible quand il vient raconter sa propre expérience de rapport avec la maladie, son vécu et comment il a traversé les différentes phases de son traitement. Et il est immédiatement compris, entendu et immédiatement, je dirais que le soin devient tout de suite beaucoup plus productif. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le dernier point, je vous l'avais dit, c'est cette structure que nous avons pensée avec les designers, les architectes et les ingénieurs. Donc pas la philosophie, mais précisément de nous mettre en interdisciplinarité pour faire du prototypage, pour tester des solutions à l'intérieur même des services hospitaliers, in situ, et de faire des allers-retours entre, pratique et théorie, pour encore une fois être au cœur d'un soin de proximité et aussi transformé par l'usager. Vous savez à quel point nous avons une révolution par l'usage. Il est évident que le monde de la santé, comme tout autre monde, est révolutionné par l'usage et il faut accompagner cela. Alors, dernier point avant d'échanger avec vous, puisqu'il me reste 5 minutes, vous dire donc au Comité consultatif national d'éthique, nous avons organisé en amont, et Jean-François Delfrécy, si j'ai bien compris, est venu vous expliquer toute cette procédure. Depuis la loi de révision de bioéthique 2011, en fait, le comité éthique national français a été doté d'une nouvelle mission. Et cette nouvelle mission était d'organiser des états généraux de la bioéthique à partir du moment où le législateur annonçait qu'il allait faire une loi sur un sujet qui était relatif à, au champ disciplinaire et d'expertise du comité éthique. Et donc, nous avons aussi, avec la révision des lois bioéthiques en 2018, mis en place toute une série de cette immense consultation nationale. Je vous donne quelques chiffres. Nous avons contacté plus de 400 sociétés savantes, associations, congrégations religieuses, académies, ordre des médecins, ordre des infirmiers, que sais-je,
enfin, quantité comité éthique institutionnel, etc. Sur ces 400 contactés, plus de 280 événements ont été mis en place en termes de débat. Plus de 150 auditions ont été mises en place. Nous avons tous participé, c'était pendant de février à mai 2018, tous les jours de la semaine, nous auditions, entre guillemets, toutes les associations qui le demandaient sur tous les grands sujets, et notamment sur leur position sur les cellules souches embryonnaires, leur position sur la procréation médicalement assistée et sur la gestation pour autrui, leur position sur la fin de vie, leur position sur le rapport avec les neurosciences, la question éventuellement de la neuroamélioration, leur position sur l'intelligence artificielle, la place de l'intelligence artificielle dans la santé, leur position bien sûr sur la médecine génomique, sur la question de CRISPR-Cas9, sur le big data et la santé, donc sur la protection aussi des données personnelles, leur position sur la santé et l'environnement. Enfin, vous voyez un petit peu le champ absolument immense qui a été posé. Alors, rapidement, je vous donne juste quelques consensus qui sont sortis à la fois du rapport du Comité national d'éthique. Le rapport, c'était la note de synthèse que le Comité national d'éthique a fait à partir de toutes les auditions. Et puis, plus tard, l'avis du Comité national d'éthique. Et l'avis du Comité national d'éthique ne concerne que lui, c'est-à-dire la quarantaine de membres du Comité national d'éthique. Et c'est intéressant de regarder d'ailleurs les deux documents, le rapport sur les états généraux et puis l'avis sur les états généraux, parce que je dirais que vous avez la différence entre ce que pense un comité et ce que pense une société. Il y a un léger décalage sur certains points, la société étant parfois plus conservatrice sur certains points et à l'inverse, par exemple sur la question de la fin de vie, beaucoup moins conservatrice. Donc c'est vraiment assez intéressant de voir ces deux textes. En gros, sur quoi nous nous entendons aujourd'hui? Sur le fait que le CCNE considère bien évidemment justifier l'autorisation de la recherche sur les embryons surnuméraires, donc y compris avec des modifications génétiques. Donc l'utilisation de CRISPR-Cas9 ne pose pas problème, mais en revanche avec un refus de réimplantation des embryons, ce qui n'a pas été le cas, vous le savez, des Chinois. Donc ça c'est un premier point. Le CCNE, le Comité national d'éthique, est favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, et donc de considérer que ce n'est plus une question d'infertilité pathologique, hein, mais que toutes les femmes, qu'elles soient infertiles ou pas, qu'elles aient une pathologie ou pas, peuvent avoir accès à l'aide médicale assistée pour la procréation, mais qu'en revanche, le CCNE continue d'être radicalement opposé à la gestation pour autrui. Par ailleurs, vous avez eu aussi des avis qui renvoyaient, c'était une question qui m'avait été posée, un de nos derniers avis portait sur la santé des migrants. Et là aussi, les quelques recommandations qui étaient celles du CCNE étaient de dire, comme les migrants organisent pour des raisons de sécurité leur invisibilité, il est important que les structures de soins aillent au-devant des migrants et non pas simplement soient dans une position d'attente. Donc le CCNE défendait une position proactive d'aller vers les migrants, avec bien évidemment le fait de porter un soin particulier, je l'avais dit hier, à la clinique de la migration, qui est une grande clinique du trauma, parce que c'est une clinique de la violence, c'est une clinique de l'exil,
et donc avec aussi une faille trop forte encore sur la problématique de la santé mentale des migrants, qui est encore trop faiblement, en France en tout cas, pris en charge, et notamment chez les mineurs. Donc là, un focus important. Sur le fait aussi de lutter contre les conditions parfois désastreuses des centres d'accueil, en termes d'hygiène et en termes de santé. Et avec une position très forte, où le CCNE disait cette chose que on ne peut pas utiliser la santé, on ne peut pas utiliser la santé et notamment les mauvaises conditions sanitaires comme technique de refoulement de l'immigration. C'est-à-dire cette idée que surtout il ne faudrait pas bien les soigner parce que ça crée de l'appel d'air. Et donc là le CCNE est revenu sur cette instrumentalisation absolument dramatique de la santé, avec le fait qu'on ne pouvait pas instrumentaliser cette santé et créer volontairement des mauvaises conditions sanitaires pour refouler les migrants. Et puis par ailleurs, de travailler beaucoup plus sur les questions du suivi de la santé des migrants, parce que non seulement c'est une chose compliquée de les accueillir dans un premier temps, puisqu'en plus le CCNE a fait un focus dans son avis sur les conflits qu'il pouvait y avoir entre la patientèle locale et les migrants. Donc je vous invite à lire cela aussi. Et puis sur le fait que le patient, et notamment la problématique culturelle, devait être au cœur du soin, et notamment des questions basiques de linguistique, d'interprétariat, et là aussi qui font que les humanités dans le monde du soin sont absolument essentielles. Voilà un petit peu quelques données. J'ai été de 4 minutes trop longue, mais je vous remercie, et puis bien évidemment je vous invite à échanger et à poser vos questions ou à partager vos commentaires. Merci encore. Y muchísimas gracias, doctora Fleury. Hemos escuchado realmente un panorama bastante amplio, empezando obviamente con esta modalidad donde el paciente normalmente es empoderado, pero empodera a otros pacientes. Hizo algunos comentarios al final, que tiene más que ver con la sociedad de bioética de su país. Y sí, digamos, son temas de actualidad en México, células progenitoras, edición genética, y no creo que sea una política china, sino que más bien fue un chino que hizo el procedimiento, que fue obviamente castigado por el mundo entero, ¿no? Y los temas de bioética son temas universales, son temas de actualidad, y son temas que nos competen a todos. Y desde la óptica del Consejo de Salubridad General queremos obviamente tener en mente y poder ofertar una actualización bioética al cuerpo médico, especialmente en el primer nivel de atención. Y creo que sus comentarios sobre, por un lado, el nuevo papel de pacientes como cuidadores de otros pacientes, o más bien orientadores de otros pacientes, es novedoso y es muy importante, pero creo que tenemos que circunscribirnos a la realidad nuestra ahorita de, primero, asegurar la atención gratuita y universal a los pacientes, porque efectivamente, como mencionó la compañera, el tiempo, es el tiempo, no tenemos tiempo. Gracias. Me parece relevante el recordar que la maestra Fleury tiene antecedentes muy importantes que no podríamos omitir, y quisiera destacar de que fue presidenta de una organización no gubernamental llamada Europa Nova, y que también organizó los Estados Generales de Europa. Esta es la asamblea más grande de la sociedad civil europea, y creo que ello también viene a redondear mucho este enfoque que nos ha presentado.
Yo quisiera agradecerle a la Embajada francesa una vez más la traducción simultánea que nos ha apoyado para poder llevar a cabo esta conferencia que mucho apreciamos de la maestra Fleury, y desde luego también señalar que está siendo transmitida vía internet, streaming, y que a su vez grabada y que será subida, si nos los autoriza Cintia, en nuestro canal de la Comisión Nacional de Bioética, y que pues nos servirá para pues compartir estas reflexiones que acabamos de escuchar el día de hoy. Hay muchos puntos que no podría omitir en esta, y lo haré brevemente. Uno son los 991 comités hospitalarios de bioética que tiene ya nuestro Sistema Nacional de Salud, en hospitales públicos, privados y también de asistencia social. Creo que este es un hecho muy importante, porque justamente estos comités hospitalarios de bioética se nutren de las humanidades, y por otro lado, en su integración participan desde luego el personal de salud, médicos, enfermeras, pero también representantes de los pacientes y de la sociedad. La comisión ha llevado el registro profesional formal de estos comités, y desde luego también propiciamos su capacitación de los comités, pero además de su capacitación participan en la capacitación de estos temas que para nosotros, si bien de humanidades, los identificamos con esta multidisciplina que es la bioética, que se nutre también de la filosofía y que requiere de otras disciplinas como la sociología, antropología y desde luego las ciencias médicas y hoy en día biológicas. La Comisión Nacional de Bioética tiene alianzas con academias, sociedades médicas, de enfermería, y desde luego también buscamos el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil. En el Comité de Bioética Hospitalaria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues esperaba yo ver aquí a don Jaime Fernando Barba, que él es un representante de las organizaciones de la sociedad civil, de los pacientes, y es un entusiasta que hará mucho eco de ello, y en esta línea hemos también participado. Pero para mí es muy importante desde luego retomar estas experiencias de la Universidad de la Vida, la Universidad de los Pacientes, todas estas cátedras, plan de estudios, conferencias, bibliografía, y que habremos de compartirlas a nuestros comités hospitalarios de bioética, y yo creo que este pudiera ser el primer vínculo para intercambiar y acercarnos con Francia, con el sistema de salud desde esta perspectiva del Sistema Nacional de Salud mexicano en nuestro país. Por otro lado, decirles a ustedes que esta consulta ciudadana que llevó a cabo el Comité Consultivo Nacional de Ética en Francia está accesible en una versión en español en la página de la Comisión Nacional de Bioética, y que desde luego ahí está la liga hacia los resultados que se han ido presentando y las actividades. Es algo que está en la agenda de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional de Bioética, del Comité Consultivo Nacional de Ética de Francia, y esperamos, tenemos programado, contemplado, llevar a cabo una reunión de trabajo en nuestro país con la participación del profesor Delfraussi, que también es una personalidad muy destacada en el ámbito global de la medicina y especialmente de su lucha contra el VIH-Sida. Entonces nos sentimos muy complacidos con esta conferencia, y que desde luego
los temas que se han abordado como vulnerabilidad, tecnologías emergentes, los dilemas bioéticos al inicio de la vida, al final de la vida, son temas que hemos venido abordando. Y uno muy importante para la comisión es el de los migrantes. Lo abordamos, tenemos programas muy importantes e intercambios que hemos llevado con países de Centroamérica y desde luego con Xóchitl Castañeda, que tiene la iniciativa de salud de las Américas en la Universidad de California, y constantemente realizamos actividades para ver la perspectiva del tema de migración. Y en la reunión de la Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética que se llevó a cabo en Berlín en 2016, presentamos el tema de migración en el seno de las comisiones nacionales de bioética a nivel mundial. Con ello, pues yo quisiera dar por concluido en esta sesión, quisiéramos prolongarla, pero también nos acompañará la maestra Flori a la reunión extraordinaria del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética que se llevará a cabo en la sede de nuestra comisión, y que nos vamos a sentir muy honrados con la presencia de la maestra Flori. Así que una vez más, gracias a la Embajada de Francia en nuestro país por todo el apoyo que nos han dado, y que no podemos dejar de reconocer a Jean ese apoyo que nos da, y a Marion, que es nuestra aliada. Muchas gracias a todos.